Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Entretien, une émission de NTT Télévision qui parle de la paix et de la cohabitation pacifique dans la région du Grand Lac, mais également en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un grand notable de la province Nord Kivu, l'honorable Moutiri. Il va se présenter. Bonjour, honorable. Bonjour. Voilà, nous sommes ici, vous le savez, notre province est secouée par des guerres et des tueries, mais également des discours de haine qui prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, nous allons parler autour de toutes ces questions, mais d'abord, qui est honorable Moutiri d'une manière détaillée? Elvis Moutiri Ouabachara, je suis élu de Goma depuis 2006, donc je suis à ma 3e législature. Je pense que ça suffit comme présentation. Voilà. Vous avez une grande expérience dans les affaires de l'État. Vous êtes élu de la province Nord Kivu. Aujourd'hui, votre province, notre province est secouée par les guerres en répétition. Il y a nécessité d'avoir la paix. Selon vous, d'abord, s'il faut comprendre de manière claire, c'est comment vous comprenez les notions la paix et la cohabitation pacifique. Bon, d'abord la paix c'est une chose, c'est-à-dire c'est l'absence de bruit de bottes, c'est l'absence de bruit des balles, des canons, de fusils. Maintenant, quand vous avez la paix en termes de non-guerre, il faut consolider cette paix par le développement, mais vous ne consolidez cette paix aussi que si les citoyens d'une entité donnée vivent en symbiose, dans une cohésion qu'on appelle la cohésion sociale. Et c'est ce qui peut renforcer, non seulement renforcer la paix, mais également anticiper sur les conflits éventuels, c'est-à-dire c'est prévenir des conflits si les communautés vivent en symbiose, vivent dans une cohésion sociale solide. D'accord. Aujourd'hui, nous venons de le comprendre, la paix, c'est l'absence de tous ces bruits-là, les bruits des bottes, mais également des crépitements des balles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en province Nord Kivu. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle sur le plan sécuritaire de la province, mais également de la région? Bon, d'abord, vous savez très bien que nous sommes une province qui est une province importante en termes d'enjeux régionaux et en termes d'enjeux régionaux. Parce que là nous avons 2 frontières. N'est-ce pas? Nous sommes frontaliers du Rwanda, nous sommes frontaliers de l'Ouganda. Et économiquement, comme on se plaît à dire, c'est la partie utile de la République démocratique du Congo. Mais également enjeux régionaux, mais nous sommes partis sur une situation extrêmement désastreuse à partir du moment où en 1994 nous avons vu les déferlements des réfugiés venir dans notre pays et qui ne sont jamais repartis. Ils sont venus avec armes et bagages. Il faut vous rappeler qu'en 1994, la ville de Goma ne comptait pas plus de 150 000 habitants. Les autres agglomérations, encore moins. Et le fait que dans la partie sud de la province, il y a les Interahamwe à l'époque et les forces armées rwandaises sont venus avec armes, bagages et nous n'avons pas pu réussir. En tout cas, le gouvernement zaïrois à l'époque a tout fait pour qu'on puisse éloigner les réfugiés loin de la frontière. C'était un coût de 450 millions de dollars. Mais la communauté internationale qui a obligé le gouvernement zaïrois à l'époque à
a accepté ces réfugiés, la communauté internationale nous a abandonnés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu le cycle, bon, il y avait eu d'autres problèmes, d'autres cycles de violence qui se sont déclenchés à la suite de ces déferlements des réfugiés rwandais. Et du côté du Nord, l'activisme des ADF est venu à partir du moment où les deux pays d'ailleurs, aussi bien l'Ouganda que le Rwanda, ont pour stratégie de gestion de leur propre sécurité par le fait qu'ils préfèrent que la guerre se passe chez le voisin plutôt qu'à l'intérieur de leur pays. C'est pas moi qui l'ai dit, de toute façon ça a été chanté haut et fort et dans toutes les langues pour confirmer ce fait-là. Et donc nous faisons face à des situations extrêmement complexes à partir du moment où nous avons des voisins qui ont choisi comme stratégie pour leur sécurité la déstabilisation de nos frontières. Alors, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 décennies depuis que cette partie est sous menace, les gens sont tués de part et d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un élu du peuple, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le gouvernement congolais a tous les mécanismes nécessaires pour non seulement pas contenir cette guerre, mais également la finir une fois pour toutes, pour gérer la population? Mais la population, plutôt le gouvernement congolais doit absolument se doter de moyens lui permettant de finir avec cette guerre et de pacifier l'ensemble du territoire national et de sauvegarder aussi bien son intégrité que la souveraineté de ce pays. Il doit se donner des moyens. Et ces moyens, ils sont... Les 20 ans, les moyens n'existent toujours pas. Mais ça fait plus de 20 ans. Et il y a eu deux fois une mauvaise gouvernance de la situation qui a eu pour impact de faire durer la déstabilisation que nous connaissons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'État, sous la gouvernance du président Tshisekedi, il faut absolument qu'on arrive à éradiquer cette guerre, ces rébellions. Et là, c'est sur le plan militaire, c'est sur le plan diplomatique aussi. La population, la société civile aussi a un rôle extrêmement important à jouer, et qui joue très bien son rôle pour le moment. C'est de pouvoir justement travailler sur cette cohésion, mais aussi sur le refus des politiques qui peuvent venir d'ailleurs, qui consistent à diviser le peuple congolais. Et on le voit chaque jour dans les discours de voisins, quelque chose qui est en train de mettre qui est en train de fragiliser cette cohésion nationale. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, cette cohésion, si elle se renforce, ça sera d'autant pour l'appui aux forces loyalistes, donc le FARDC, la police nationale, mais également faire échec à toute politique, aussi bien de la balkanisation que de la division entre ce qu'on appelle les peuples qui doivent être protégés par le pays frontalier. C'est quelque chose de très stupide de penser qu'une partie de l'ethnie congolaise peut être protégée par un gouvernement étranger. Il ne faut même pas y penser. Il faut cultiver. C'est comme si... moi, je suis chez moi, tranquillement, et dans ma maison, il y a des problèmes. Et puis, John, il surgit, il dit non, il y a 3 de vos enfants qui ne se sentent pas en sécurité dans votre maison. Moi, je vais les protéger, je vais les gérer. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi je fais appel à nos concitoyens, spécialement en ce qui concerne la province du Nord Kivu, et d'autant d'ailleurs du Sud Kivu. Les Congolais doivent compter sur
leur pays, sur leur gouvernement, pour qu'ils soient protégés. Il faut condamner tout citoyen, quel que soit le motif, quelles que soient les raisons, qui prend les armes contre son propre pays, qui détruit les biens, le patrimoine national commun. Toute personne qui prend les armes pour ça, ce n'est pas un bon citoyen. Ce citoyen, il doit rentrer dans les rangs. Et chez nous, en tout cas, la République démocratique du Congo, c'est un des pays où il y a la démocratie, où les gens s'expriment librement. Il n'y a pas un modèle comme ça. Nous n'avons pas de voisins qui ont ce modèle d'expression libre et d'expression de tous les droits fondamentaux reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans toutes ses déclinaisons. Voilà. Alors, aujourd'hui, s'il faut le dire de manière claire, il y a ces questions qui nous viennent des téléspectateurs, mais aussi des auditeurs, qui pensent que la situation s'aguise sur terrain à cause de la complicité de certains notables, de certains politiques du coin, des Rutshuru, des Béni et les restes. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes de la population? Mais effectivement, vous savez, vous ne pouvez pas faire une guerre comme celle-ci, vivre la situation que nous connaissons sans complicité interne. Il doit y avoir nécessairement une complicité interne. Il y a les services de l'État qui sont là pour découvrir quelles sont ces complicités et que ces complices ne soient pas, qu'on ne les laisse pas libres de continuer à agir comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a les services spécialisés qui sont là, qui sont justement spécialisés pour identifier ces personnes ou ces groupes de personnes de manière à ce que la situation s'améliore. C'est pourquoi j'ai dit la cohésion nationale elle est très importante, la cohésion sociale, il faut la construire de manière à ce que justement on se sente unis concernant les objectifs que nous avons de la pacification et de la sécurisation de notre province. Alors vous êtes député élu de Goma. Aujourd'hui, nous sommes sous l'état de siège que chaque fois les élus prorogent. On ne sait pas, sur terrain, ceux qui sont sur terrain pensent que cet état de siège devait être levé pour d'autres mesures. Comment vous analysez cette situation? D'une façon générale, je suis dans un groupe, dans un caucus des députés du Nord Kivu, et dans son ensemble, le caucus du Nord Kivu est contre le maintien de l'état de siège. Mais moi, personnellement, comme individu, j'ai eu à faire connaître mon point de vue. Je crois que dans l'état actuel des choses, et surtout aggravé par la situation de guerre que nous connaissons, je crois qu'il devrait y avoir effectivement une administration absolument adaptée à la situation que nous connaissons. C'est cette administration militaire? L'administration qui est la plus adaptée. Et pour le moment, les autorités, en tout cas le commandant suprême, a jugé que c'était l'état de siège. Donc, les résultats ne suivent pas toujours. Les résultats sont lents, et c'est vrai, nous sommes tous inquiets sur la lenteur de ces résultats, mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas rien passé, il ne s'est rien passé. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. Bon, disons, en matière de sécurité, c'est vrai, c'est une aberration de parler des statistiques. Si vous voyez des statistiques se sont améliorées, mais que les statistiques s'améliorent tant qu'il n'y a pas un calme absolu, on ne peut pas se satisfaire de cela. Alors, aujourd'hui, le tissu social est en train de se déchirer. Les messages de haine pullulent de partout, surtout à travers les réseaux sociaux. Comment vous pensez qu'on peut faire face à ces messages? Parce qu'il y a des ethnies, de ces groupes de personnes qui se sentent déjà mal à l'aise à vivre dans la province Nord Kivu, Sud Kivu et tout le reste, parce qu'ils se sentent en insécurité à cause des messages de haine.
Qu'est-ce qu'il faut faire de manière... D'abord, nous sommes un peu un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Et il faut que les leaders d'opinion, vous, les professionnels des médias, les confessions religieuses, nous les hommes politiques, nous puissions travailler sur cette question-là. Il n'est pas normal qu'on puisse stigmatiser, quelle que soit la situation, disons, la faciès, quelle que soit la morphologie, il n'y a personne qui doit être discriminé pour ça. Et faire un appel à la violence contre un groupe d'individus, c'est inacceptable. Nous ne devons pas du tout accepter cette situation parce que aujourd'hui, ça sera telle ethnie, demain, ça sera une autre qui va être stigmatisée. Et nous allons entrer dans une situation de guerre civile que nous ne saurons pas régler. Alors que nous avons déjà une situation très fragile, provoquée par beaucoup de groupes armés et principalement l'ADF et l'M23, nous ne pouvons pas nous payer le luxe, n'est-ce pas, de rendre encore beaucoup plus fragile l'ensemble de la communauté nationale. Voilà, il y a ceux qui pensent aujourd'hui qu'il ne faut jamais négocier avec l'M23. Est-ce que c'est votre avis? Bon, une fois encore, en ce qui concerne les prises de position du caucus, en ce qui concerne la prise de position du caucus, nous avons pensé qu'effectivement, il ne faut pas négocier. Parce qu'il y a eu Oui, mais c'est ce que je dis. Hein. Si vous êtes des Congolais, vous savez très bien comment vous pouvez revendiquer vos droits sans prendre les armes. Qu'est-ce qui justifierait qu'on prenne les armes? Alors qu'il y a plusieurs voies de négociations pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Alors comme nous sommes déjà devant un fait accompli, est-ce qu'il faut négocier ou pas? Bon, moi je m'aligne sur le point de vue du gouvernement. Le point de vue du gouvernement est qu'au stade actuel, il n'y a pas de négociation avec l'M23. Est-ce que la situation va évoluer de manière à ce que la négociation soit incontournable? Moi, je ne sais pas lire. Moi, je ne suis pas un spécialiste des services de renseignement. Toutes les informations que nous les détenons du gouvernement. Et au stade actuel, en suivant le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas lieu de négocier maintenant. Est-ce que la situation va évoluer? J'en sais rien. Je ne peux pas être devin et lire dans la boule de cristal. Voilà, nous sommes en train de chuter dans cette émission honorable. Je vais vous soumettre à cet exercice. Vous allez fixer cette caméra devant vous. Les gens du sud Kivu, du nord Kivu, de partout à travers le monde vont vous suivre et viennent entendre de vous, comme notable, un message d'espoir, un message de paix et de cohabitation pacifique, en français et en swahili si possible. Au nord Kivu comme au sud Kivu, nous ne devons pas nous séparer comme communauté. Ce sont nos deux provinces, avec toutes les ethnies. Nous devons développer le pays, développer la province, et nous ne pouvons pas développer cette province si nous ne nous attendons pas entre nous. Il y a des fauteurs en eau trouble, il y a ceux qui divisent ces communautés, et ceux qui divisent ces communautés, c'est pour leur propre intérêt. Nous ne devons pas suivre ces personnes-là, parce que l'union fait la force. Et si nous n'obtenons pas cette union de toutes les communautés, nous allons continuer à être faibles. Voilà ce que je peux dire. Wamama, wababa, wale wanao kutuletea ubaguzi ya makabila
wale ni watu tunapashwa kupinga. Tunapashwa sisi wote sawa vile watoto wa nchi moja, sawa watoto wa mama moja na baba moja, kujenga uchumi wa nchi, kujenga uchumi ya province yetu ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ya Ituri. Ubaguzi itatu affaiblir, itaacha tunakuwa watu hatuwezi kutumikia nchi, na watoto wetu watabakia mu situation ya instabilité mpaka mwisho. Ile ndio nilipasha kuambia raia ya Nord Kivu, ya Sud Kivu na ya Ituri. Merci beaucoup, honorable. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers le monde, mais également en province Nord Kivu, au Rwanda, au Burundi, partout où vous nous suivez, nous disons merci. C'était votre émission Entretien qui recevait pour vous l'honorable Elvis Moutiri, notable de la province Nord Kivu et de la région. Honorable, merci. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tout le monde et à la prochaine.